Je vais donc maintenant inviter les intervenants à la prochaine table ronde, en commençant par vous, Estelle Brachlianoff, de me rejoindre. Vous êtes directrice générale de Veolia. Jean-Marc Borrello, le président du groupe SOS. Pierre-André de Chalandard, président de l'Institut de l'entreprise et de Saint-Gobain. Mettez-vous à côté de moi. Et enfin, Pascal Demurger, directeur général de la Maïf. Je pense que vous avez chacun, normalement et chacune, un micro. Merci beaucoup à Natacha Valla d'avoir posé le cadre. Alors je dirais qu'il y a un premier élément d'optimisme qu'on peut avoir, c'est que Sciences Po se met à l'impact. Donc quand j'y étais, puisque j'ai eu la chance de faire cette merveilleuse école, on parlait pas forcément de ces sujets-là, en tout cas pas comme ça, mais pourtant c'est un mouvement qui vient de loin, et vous allez le voir avec les dirigeants qui sont là. C'est effectivement la réflexion sur le capitalisme responsable, sur également le développement durable qui prend ce mot d'impact. Alors simplement, quand on dit impact, on peut penser à un impact positif, c'est un peu ce qu'on a essayé de dire. Est-ce que ça peut être une réponse à toute cette jeunesse qui aujourd'hui s'interroge sur la croissance, la décroissance, qui cherche de nouveaux modèles économiques? Probablement, Natacha l'a dit. Il y a le cadre macroéconomique, l'impact macroéconomique, mais il y a évidemment, parce que ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, l'aspect microéconomique, c'est-à-dire que l'impact, il y a des impacts négatifs, on le sait bien dans toute activité humaine, chercher à les restreindre, à les réduire, et la responsabilité de chacun, mais notamment dans le monde de l'économie des entreprises. Et c'est de cela dont nous allons essayer de parler. New Deal de l'impact, il est temps d'un nouveau consensus. Pourquoi ce titre de cette table ronde? Mais ça a été dit, il y a énormément d'initiatives qui sont prises au niveau à la fois national et international, l'ONU, les ODD, la loi Pacte en France, au niveau européen, cette fameuse directive sur le reporting extra-financier. Et il faut essayer peut-être de mettre de l'ordre dans tout ça, s'assurer que les méthodologies appliquées par les uns ou les autres soient un peu communes. Alors peut-être pour commencer, je vais faire un premier tour de table, je vais proposer à chacun d'entre vous de nous faire partager votre vision, votre définition de l'impact et de la façon dont, dans votre entreprise, en tant que responsable, vous essayez de la traiter. Je vais peut-être commencer par vous, Pierre-André de Chalandard, au titre à la fois de l'Institut de l'entreprise, dont vous venez de prendre la présidence, et bien sûr de Saint-Gobain. Merci. Oui, d'abord, je veux dire un mot de l'Institut de l'entreprise, donc qui a pour mission un peu d'être un lieu de dialogue entre entreprises qui s'intéressent à ces sujets et avec les différentes parties prenantes pour voir comment on peut progresser. On a fait une étude tout à fait intéressante l'année dernière qui s'appelait l'entreprise Full RSE, qui montrait que ces sujets de responsabilité d'entreprise, en fait, ils étaient en train aujourd'hui de descendre dans l'ensemble des entreprises, dans toutes les fonctions. Et donc l'entreprise, je dirais, dans quelques années, elle sera beaucoup moins silotée. Et à partir du moment où l'ensemble de ces sujets imprègnent, on voit que ça change. Et une des conclusions de cette étude, c'était que maintenant, il fallait mesurer l'impact. Voilà, donc c'est ce que Jean-Marc Borrello nous invite à faire. C'était un peu la conclusion, puisque dans les entreprises, en fait, on est assez pratique et on dit souvent « what gets measured gets done ». Et donc, si on veut avancer sur un sujet, il faut mesurer. Donc, on en est à la mesure et je crois que c'est très important. Si je prends maintenant une seconde Saint-Gobain, il se trouve qu'on a lancé un plan stratégique il y a 18 mois dont le titre, c'est « Grow an Impact ». On l'a pas fait pour ce sommet, mais ça montre aussi que dans les entreprises, ces sujets deviennent très importants. Et je crois que ce qui me paraîtrait... Je vais corriger un petit peu ce que vous avez dit, mais on peut en discuter. Ce que je trouve très intéressant dans la notion d'impact, c'est qu'on cherche à mesurer aussi ce qui est positif. Quand on était dans la responsabilité sociale d'entreprise, on est quand même beaucoup sur les problèmes qu'on peut... Donc l'impact, moi ce que je trouve très important, c'est ce qui va être positif. Alors je vais prendre l'exemple juste une seconde de l'environnement, sur lequel on sait très bien que les entreprises, elles sont une partie du problème. Et les entreprises industrielles, elles émettent du CO2. Mais les entreprises, elles sont aussi beaucoup la solution. Si je prends Saint-Gobain, quand on installe un double vitrage, son impact positif, il est 100 fois, sur la durée de vie, le CO2 qu'il a fallu pour
le fabriquer. Alors je dis ce 100 fois, mais c'est justement ça qu'il faut qu'on arrive à mesurer mieux, et on voit toute la difficulté du problème, et on va en reparler, c'est que la mesure de l'impact, c'est quelque chose de très difficile. Voilà, juste quelques points. Donc je pense que c'est un sujet absolument majeur, et dans le domaine social aussi, on va avoir à mesurer toute une série d'impacts. Non, mais on va être d'accord sur ce point, il y aura consensus qu'il vaudrait mieux que les impacts positifs soient supérieurs aux impacts négatifs. Estelle Brachlianoff, peut-être pour vous, chez Veolia, l'impact, évidemment, vous êtes un grand groupe de l'environnement, donc vous êtes immergé là-dedans. Comment est-ce que vous l'appréhendez au niveau à la fois macro de l'entreprise et au niveau microéconomique ? Alors, plusieurs choses. Chez Veolia, on essaie de mesurer le succès en fonction de l'impact qu'on a sur nos parties prenantes. Pourquoi ? Parce qu'on s'est doté d'une raison d'être il y a quelques années, et finalement, on essaie que tous les indicateurs de l'entreprise ils soient en fonction de cette raison d'être et de l'impact positif, de la dynamique sur ces parties prenantes. Là aussi, notre plan stratégique qui s'appelle Impact 2023, et donc impact sur les salariés, sur la planète, sur nos clients ou sur la société. Donc ça veut dire qu'on est à peu près dans l'inverse de ce que j'ai vu pendant des années. Moi, j'ai vécu en Grande-Bretagne des années, où en gros, il y a une entreprise qui fait ce qu'elle peut dans son métier traditionnel, qui essaie de limiter son impact négatif, et qui en parallèle donne de l'argent à une charity pour essayer de se dédouaner, mais d'une forme de culpabilité intuitive qu'elle a sur un certain nombre de sujets, qu'ils soient sociaux ou environnementaux. Pour moi, c'est l'inverse de ce qu'on essaie de faire, qui est de remettre cet impact au centre de la stratégie. C'est pas à côté, c'est pas en parallèle, c'est pas on le mesure quand on a le temps, c'est au centre de la stratégie de l'entreprise. Et vous l'avez dit, Veolia, notre raison d'être, c'est la transformation écologique. Donc ce qu'on mesure, c'est par exemple, en 2022, on a permis à nos clients de réduire de 14 millions de tonnes de carbone, que ce soit des villes ou des entreprises qui sont les clients de Veolia. Il y a moins 14 millions de tonnes dans l'atmosphère grâce à notre activité. Comment on a fait ça ? On a recyclé du plastique plutôt que d'utiliser du pétrole. On a fabriqué des carburants alternatifs, par exemple à partir de déchets, plutôt que d'importer des carburants fossiles. Donc c'est une des mesures de notre impact sur l'environnement. Il y en a d'autres également. Et puis le deuxième sujet, c'est qu'on a tendance à dire impact égale ESG, puis ESG, finalement, ça finit vite en E, on oublie un peu le S et le G. Puis E, ça finit très vite en CO2. Alors, le CO2 est un sujet important. On a tendance à trop simplifier. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais en l'occurrence, il y a d'autres sujets, ça a été évoqué. Il y a la biodiversité, il y a le sujet des pollutions. Donc, je pense qu'il faut qu'on dézoome un peu. Et ça dépend des entreprises. Elles n'ont pas toutes le même impact sur tous ces sujets. Il faut qu'elles choisissent leur bataille. Et puis, il y a aussi le S, il y a le social. Et donc, quand on est une entreprise comme Veolia, qui emploie 220 000 salariés dans le monde, 55 000 en France, beaucoup de cols bleus, notre impact et notre devoir, j'allais dire, c'est aussi de les former, donc c'est un de nos indicateurs, le taux de formation, ou même de leur donner un certain nombre de minimums sociaux. Moi, j'ai mis en place il y a quelques mois des minimums sociaux dans l'entreprise. Donc ça veut dire que quel que soit l'endroit où on travaille chez Veolia, y compris dans des pays lointains qui n'ont quasiment pas de législation sociale, eh bien, au minimum, on a le droit à un certain nombre de choses. 10 semaines de congé maternité, des congés coparentalité, une assurance santé, une souplesse pour les aidants, qu'on appelle en français, et je peux continuer comme ça. Donc là aussi, c'est un impact sur l'aspect social de l'entreprise. Et une entreprise, c'est en mouvement, donc il faut mesurer les progrès au fur et à mesure. Je me permets de rebondir sur ce que vous dites avant de passer la parole et de continuer le tour de table, mais la question brûle peut-être les lèvres à tout le monde. Il y a en ce moment un débat sur les retraites. On va voter, je crois, aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, l'index senior. Est-ce que, du coup, c'est une nouvelle responsabilité, une question d'impact aujourd'hui ? Si on décale à 64 ans l'âge de départ, qu'est-ce que ça change dans votre responsabilité à l'égard des seniors, au-delà de les mesurer, alors que la tentation est forte de se dire,
si les entreprises, je ne parle pas forcément de Veolia, ne jouent pas le jeu, il va peut-être falloir leur mettre un petit peu plus l'épée dans le dos. Alors moi, je ne vais pas parler des entreprises de façon générale, je peux vous parler de Veolia. Et Veolia, il n'y a absolument aucun sujet, on l'a vérifié au frais de la pyramide des âges. Pour dire les choses simplement, on n'est pas vieux à 55 ou 60 ans chez Veolia, hein. Donc on garde les salariés. Le sujet, c'est plutôt la pénibilité d'un certain nombre de métiers ouvriers. Ça n'est pas autre chose, donc aucun problème avec ça. Et la ministre disait d'entrée de jeu que finalement, il ne faudrait pas qu'on oppose les impacts environnementaux aux impacts sociaux. Si vous reprenez cet emploi des seniors, moi j'ai très envie de les garder, les plus de 55-60 ans d'entreprise. Et encore une fois, c'est ce qu'on voit dans les statistiques. Peut-être poser la question à la fois à Saint-Gobain et à l'Institut de l'entreprise. Je pense que, si vous voulez, sur ces sujets-là, dans les années difficiles qu'on a connues, il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'est vrai qu'on a eu tendance, j'allais dire collectivement, les entreprises, les pouvoirs publics et les syndicats, hein, à dire quand il y avait des restructurations à faire, on fait en priorité partir les vieux. Il se trouve qu'on est dans une période assez différente. Aujourd'hui, quel est le problème principal de beaucoup d'entreprises? C'est de recruter. Donc j'allais dire que le sujet a un peu changé. Mais il faut garder en tête qu'il y a des vieilles habitudes, et à mon avis, et il y a des mécanismes d'ailleurs réglementaires qui ne sont pas très sains de ce point de vue-là, qui encouragent plutôt à faire partir les seniors. Donc si vous voulez, je pense qu'il y a aussi matière à revisiter un certain nombre, de la part des autorités publiques, par exemple, voilà, les règles d'assurance chômage, etc. Non, oui, mais pas seulement, si vous voulez, même sur des sujets de rupture conventionnelle, si vous voulez, et effectivement de chômage. Donc c'est un sujet assez général. Je pense que le climat est beaucoup plus positif sur ces sujets-là qu'il y a une dizaine d'années, puisqu'on a quand même aujourd'hui besoin de recruter. Et si on peut garder les gens, donc de ce point de vue-là, la majorité des entreprises sont dans la situation aujourd'hui que vient de décrire Estelle, qui est positive. En tout cas, c'était une illustration intéressante de ce que vous disiez. Bon, merci de cet aparté. Je pense que ça intéressera tout le monde. On va continuer le tour de table avec vous, Pascal Demurger. Alors, à la Maïf, dans l'assurance, vous avez pris une initiative quand même qui explique aussi peut-être pourquoi vous êtes là, même si ce n'est pas la seule raison. Vous avez écrit un livre sur l'entreprise du 21e siècle, sera politique ou ne sera pas. Donc, vous avez beaucoup réfléchi sur ces sujets, mais vous êtes en train de le mettre en pratique avec une expression qui n'est pas forcément évidente, en tout cas, c'est un peu nouvelle dans le vocabulaire, c'est l'expression de dividende écologique. Alors, comme on va beaucoup parler de dividendes dans les mois qui viennent, étant donné les résultats spectaculaires de certaines entreprises, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que ça a à voir avec cette question de la responsabilité de l'impact? Merci, bonjour Philippe, bonjour à tous. D'une certaine manière, pour nous, le dividende écologique, c'était une façon de boucler une boucle. Cette boucle, elle a commencé il y a bien des années, avec, au fond, le fait que nous sommes aperçus que l'entreprise essayait d'être très contributive, hein, et donc d'avoir un impact positif, c'est-à-dire, au fond, l'entreprise se sentait une responsabilité particulière quant aux conséquences de ses actes, tout simplement. Et c'est ça, finalement, l'impact. Hein, c'est bien avoir conscience de la responsabilité que l'on a, parce que ce que décide, ce que fait, ce que met en œuvre l'entreprise a évidemment des conséquences sur son environnement au sens large, social ou effectivement écologique. Et donc, on a mis en place progressivement énormément de choses. Au cœur même, je rejoins complètement ce que vous disiez, au cœur même de son activité. Pas à côté, mais véritablement au sein, et progressivement à essayer de transformer profondément la manière d'exercer son activité pour que cette activité génère le plus d'impact positif possible et, à contrario, le moins d'impact négatif possible. Puis la deuxième étape a été de se dire, mais la manière dont nous pensons le sujet touche une limite qui est extrêmement forte. À l'époque, je parle d'il y a une dizaine d'années à peu près, nous pensions encore le sujet en opposition. C'est-à-dire que cette recherche d'impact, elle était vécue, elle était pensée, elle était conceptualisée comme étant une limite à la performance de l'entreprise.
Et donc forcément, quand il y a une opposition, en l'occurrence entre ma recherche sincère, de bonne foi, d'impact positif, mais ma responsabilité d'avoir une entreprise performante, lorsqu'il y a une opposition entre les deux, forcément, à la fin, il y a un arbitrage. Et l'arbitrage, il est quelque part entre les deux. Et ça n'était jamais totalement satisfaisant du point de vue de l'impact, jamais complètement pertinent du point de vue de la performance. On pouvait être à 50-50, à 20-80, à 80-20 selon les cas, on n'était jamais à 2 fois 100. Et donc le travail qui a été entrepris, c'est véritablement de repenser le modèle de performance de l'entreprise et de faire de la recherche d'impact, de faire de l'engagement de l'entreprise une des sources, un des moteurs majeurs de sa performance. Et on l'a mis véritablement au cœur de nos orientations stratégiques, dans tous les aspects d'ailleurs de cette recherche d'impact, et nous en avons fait un levier extrêmement puissant en réalité de performance de l'entreprise. Extrêmement puissant tout simplement parce qu'on aligne les intérêts de tout le monde. Il n'y a plus de résistance. Tout le monde a dans l'entreprise, les collaborateurs, les consommateurs, l'opinion publique et l'entreprise elle-même sont complètement alignés dans leurs intérêts respectifs. Et donc on dégage en effet une puissance assez extraordinaire et il n'y a plus d'arbitrage à opérer entre impact et performance. Nous en étions là et donc véritablement avec cette expression qui singularise bien notre modèle, l'impact au service de la performance. Et nous avons voulu boucler la boucle, terminer le cercle en se disant c'est formidable ce qu'on a fait, l'impact au service de la performance, parce qu'on voit bien les marges de manœuvre que ça donne et la puissance que ça donne au dispositif, mais il faut fermer la boucle et placer également la performance au service de l'impact. C'est-à-dire que plus l'entreprise sera performante et plus elle devra dégager de moyens au service de l'impact et au service du bien commun. Là aussi, quelle que soit la nature de ce bien commun. Et quelle est la mesure ultime au fond de la performance d'une entreprise ? C'est évidemment son résultat à la fin du jour. Et donc nous avons décidé de boucler la boucle en consacrant un pourcentage défini sur lequel on s'engage de manière pluriannuelle, en consacrant un pourcentage 10% de notre résultat que nous versons d'une certaine manière à la planète, puisqu'en l'occurrence c'est sur des sujets environnementaux qu'on va l'utiliser. En argent, ça représente combien ? Alors en argent, à notre échelle, ça représente un montant dont je laisse chacun juger finalement. Ça va être entre 10 et 15 millions d'euros à peu près annuellement. On a un résultat moyen généralement entre 100 et 150 millions d'euros. Si on applique ça au résultat total, ça fait beaucoup d'argent. Si on applique ça au résultat des entreprises du CAC 40, si on applique ça aux résultats des entreprises du CAC 40, c'est quoi les résultats annuels moyens des entreprises du CAC ? C'est à peu près 170 milliards d'euros. Ça fait quand même 17 milliards d'euros. Et vous pensez qu'une généralisation de cette approche qui aujourd'hui vient plutôt du monde mutualiste, est-ce que c'est quelque chose on leur posera la question évidemment, mais qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, ce que j'en pense, c'est que le taux d'impôt sur les sociétés est passé ces dernières années de 33 à 25%. C'est une baisse de 8% du prélèvement sur les résultats des entreprises. Il me semble que les entreprises, lorsque l'IS était à 33%, vivaient. Donc peut-être que la marche n'est pas si haute que ça, au fond. Jean-Marc Borrello, votre groupe SOS porte en son nom même l'idée de l'impact. C'est quelque chose que évidemment vous ne découvrez pas, cette démarche. Et aujourd'hui, je le disais, vient de loin, mais elle arrive peut-être en 2023 dans un monde complexe de multicrises, de polycrises, comme on dit, multiples, à maturité et devient peut-être une solution, une réponse. Est-ce que vous avez l'impression, vous avez entendu les uns et les autres, et pour vous-même aussi dans vos activités, qu'on est aujourd'hui dans cette démarche et qu'on peut trouver un consensus, arriver à généraliser cette question de l'impact ? Je pense qu'on peut toujours trouver un consensus à condition d'essayer de le rechercher ensemble.
Effectivement, le groupe SOS est un groupe dit associatif, a comme objet l'intérêt général, puisque nous n'avons ni actionnaires ni dividendes à verser. J'adorerais avoir des milliards de résultats, puisqu'ils seraient immédiatement réinvestis dans l'entreprise. Et je trouve que la réussite économique, c'est bien aussi. Ceci dit, quand on décide de lancer le sommet de la mesure de l'impact, et la ministre l'a dit, qui n'est pas tout à fait le titre le plus sexy de la Terre, on se rend compte des signaux faibles, puisqu'il y a 30 minutes, la file d'attente allait jusqu'au métro, et on prévient qu'elle est maintenant place des Invalides, et que visiblement, et les plus de 3000 personnes qu'on a essayé de dissuader sont quand même venues en nombre, ce qui veut dire quand même que ce sujet trouve un certain écho. Alors, oui, nous mesurons l'impact, et l'impact social depuis la création de cette maison, c'est-à-dire il y a 40 ans, puisque Marlène a eu le bon goût de ne pas le dater, mais depuis 40 ans, nous essayons de mesurer, lorsqu'on nous confie des personnes sans domicile, en combien de temps on leur trouve un domicile, lorsqu'on nous confie des gens qui sont victimes d'addiction, au bout de combien de temps ils ont quitté leur addiction, lorsqu'on nous confie chaque année 8000 personnes qui sont en situation de demande d'asile, au bout de combien de temps ils ont obtenu leur statut, etc. Donc sur le social, ça allait objectivement bien. L'écologique, on s'y est penché depuis quelques années, objectivement, parce qu'on l'a senti venir, mais objectivement, les grandes entreprises nous ont un peu précédés, et je me souviens parfaitement avoir appris des choses chez Veolia, lorsque Veolia s'est lancé sur ces sujets. Et il y a l'impact économique que nous avons sans doute eu tort de ne pas considérer suffisamment, et j'envie mon voisin de droite qui est à la fois un camarade de l'économie sociale et qui peut se permettre de distribuer 15 millions d'euros, mais un jour nous y arriverons. Donc ce qui veut dire que lorsqu'on prétend que les statuts ne font pas la vertu, ce qui a été une des idées du groupe SOS il y a longtemps, eh bien, qu'est-ce qui fait la vertu, même si j'aime pas beaucoup ce mot? C'est pas le fait d'être une association ou une entreprise du CAC 40, c'est le fait de pouvoir expliquer et démontrer cet impact. Donc le groupe SOS a souhaité lancer l'Impact Tank il y a quelques années parce que nous souhaitions pouvoir faire intervenir à la fois les grandes entreprises, le secteur de l'économie sociale, le monde académique dont il faut le rappeler, qui est essentiel pour amener un peu d'objectivité dans la mesure des impacts, et effectivement avancer ensemble tout au long de cette journée, puisque les autres tables rondes ont déjà commencé, vous entendrez des points de vue très différents les uns des autres sur l'impact, et vous verrez des secteurs aussi très différents les uns des autres qui souhaitent le mesurer. La finance étant en situation de grande appétence pour l'impact, puisque à peu près n'importe quel fonds aujourd'hui s'auto-proclame fonds à impact jusqu'au jour où l'impact fait l'objet d'un livre désagréable qui met à mal les idées de l'impact et leurs investisseurs. Donc mesurons l'impact, parce que mesurer, c'est pouvoir savoir dans combien de temps on va parvenir, et selon les sujets, évidemment l'urgence est différente, mais je crois que le premier sujet, c'est réunir l'ensemble des acteurs. Le ministre Barrot, qui sera là cet après-midi, est un vrai spécialiste de la mesure de l'impact des politiques publiques. Il a été à l'initiative d'un dispositif qui fait que cette maison consacre 1 mois par an à évaluer les politiques et les lois qui ont été mises en œuvre quelque temps auparavant. Donc on a une avancée forte, y compris du public. Moi, je n'ai strictement aucun doute sur la volonté réelle des grandes entreprises du CAC de s'engager dans ce dispositif et de mesurer très précisément leurs impacts divers et variés. Et puis, avec mon voisin de droite, évidemment, nous avons la responsabilité aussi d'être un peu en avance sur l'impact social, parce qu'objectivement, l'impact économique, on sait à peu près le faire les uns et les autres avec les bilans. L'impact environnemental, même si ça se résume trop souvent à la tonne de CO2, un certain nombre d'outils ont été mis en œuvre. L'impact social, c'est beaucoup plus difficile. Agnès l'a fait remarquer. Les sujets sont extrêmement divers et nous devons apporter, aussi bien les mutuelles que les associations et les fondations, le savoir-faire pour mesurer mieux cet impact social et sociétal. Donc c'est évidemment pour nous un sujet majeur et nous n'avons ni avance ni retard les uns sur les autres. Nous devons travailler ensemble et aller vite parce que le temps est compté.
Merci Jean-Marc Borrello. Je suis assez d'accord avec vous. Je n'aime pas beaucoup ce terme de vertu qui donnerait l'impression que c'est une nouvelle religion. Certains disent d'ailleurs que l'ESG a ses prophètes et on entend effectivement aux États-Unis même finalement un mouvement anti-ESG qui est en train de se développer. Donc ce que vous dites finalement, c'est qu'il y a deux écueils et ça pourrait être la deuxième partie de notre discussion. Deux écueils, celui de la bureaucratisation, Natacha Valla en a parlé. Alors pour les grandes entreprises, peut-être elles en ont les moyens. On voit bien que les banques, depuis la crise de 2008, se sont pris sur la compliance, comme on dit, énormément de contraintes, peut-être justifiées. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, effectivement, de bureaucratisation? Et on peut penser aux TPE, PME, enfin, TPE ne sont pas concernés, mais la directive CSRD qui va s'appliquer jusqu'aux entreprises de 250 salariés d'ici 2 ans, c'est très lourd, donc c'est un premier écueil. Et puis, l'écueil le plus grave, c'est celui que vous avez cité, Jean-Marc Borrello, c'est le risque d'impact washing. C'est-à-dire qu'on entend parler des mots de greenwashing, de social washing, de purpose washing. C'est-à-dire, l'impact washing, ça serait qu'on communique sur la vertu, alors qu'en réalité, on n'a pas changé le système. Et moi, j'ai un peu l'impression que le Graal, quand on nous invite à trouver un New Deal de l'impact, c'est que ça devienne quelque chose de systémique, non contestable, mesurable de façon objective. Alors peut-être sur cette question à multiples entrées, on refait le tour de table. Allez-y, Pierre-André. Oui, d'abord, moi, je voudrais en écho à la queue qui se prolonge, dire que pourquoi est-ce que ce sujet intéresse, on le voit dans toutes nos entreprises aujourd'hui. C'est parce que je pense que dans les entreprises, les salariés aujourd'hui, ils veulent du sens. Hein, et que, quelque part, cette notion d'impact et donc de lien entre l'entreprise et la société. Mais ils veulent du vrai sens, ils ne veulent pas qu'on leur raconte du sens qui n'en soit pas. Non, mais justement, pour avoir du sens, ça veut dire qu'il faut le mesurer. Et donc, je pense que dans les entreprises, les moteurs de tous ces sujets de mesure de l'impact sont aussi les salariés qui nous le demandent. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai que moi, je suis un petit peu inquiet, si vous voulez, de la bureaucratisation. Natacha Valla me demandait le chiffre. Ce qui est en train de se passer au niveau européen sur la CSRD, ça me fait assez peur. Parce que, avec les meilleures intentions, et c'est très bien d'avoir le fait d'être, qui est une tendance qu'on a bien dans nos pays européens plus qu'ailleurs, qui est de vouloir réglementer. Hein. Alors c'est vrai que dans certains de sujets, quand on a fait des lois, ça a progressé. Mais attention, les problématiques sont très différentes selon les entreprises, et donc il y a un risque important de bureaucratisation aujourd'hui dans cette directive. Comme vous appelez à plus de pragmatisme. En fait. C'est-à-dire, comme vous le dites, à la limite, chez Veolia ou chez Saint-Gobain, je pense que pardon, je parle pour Veolia, mais chez Saint-Gobain, j'allais dire, si on nous demande, je ne sais pas quoi, 1500 données supplémentaires dans un reporting, on va trouver ça très très lourd, mais on va le faire. Quand on va arriver dans des entreprises beaucoup plus petites, on va les tuer si on leur demande ça. Donc attention que dans ces notions de mesure, d'abord tout le monde n'a pas besoin de mesurer tous les sujets de la même manière. Mais je pense qu'il faut faire attention à la contrainte réglementaire. Ça, c'est un point qui me paraît important. Globalement, et on voit bien, si vous voulez, c'est que mesurer l'impact positif, c'est beaucoup plus difficile que de mesurer quelque part des pollutions ou un impact négatif. Et donc c'est bien de vouloir mesurer, mais ça va être beaucoup plus difficile. Et donc là, de mon point de vue, si vous voulez, il faut aller doucement, progressivement. Je trouve ça très très bien que sur les sujets sociaux, il y ait des secteurs de l'économie qui sont en avance sur d'autres, mais je pense qu'il faut choisir ces sujets. On ne va pas traiter tous les sujets, tout le monde ne va pas traiter tous les sujets en même temps. Et c'est ça qui me fait un tout petit peu peur en ce moment. Il faut de la méthode. Mais il faut de la méthode, mais il faut avancer si vous voulez. Hein. Je parlais de Saint-Gobain et de l'environnement. Alors c'est sûr que nous, ça fait partie de notre business model, si vous voulez, d'apporter un sujet positif. Bien sûr, on mesure notre empreinte. D'ailleurs, on dit qu'il faut minimiser notre empreinte et maximiser notre impact. Bon, c'est pour ça que moi j'aime bien associer à la notion d'impact une notion positive. Hein, sur l'environnement, je préfère qu'on parle d'empreinte quand on parle de sujets négatifs. Donc l'impact, pour moi, c'est positif. Et c'est ce que la société nous demande. Hein. Les baromètres que fait régulièrement l'Institut de l'entreprise, ils sont très frappants parce qu'ils montrent que les attentes vis-à-vis des entreprises sont très importantes. Et
même si aujourd'hui on est dans un climat de confiance qui est plus faible qu'il n'a pu être le cas, au moment de la crise sanitaire, on voyait que la confiance des Français vis-à-vis de l'entreprise était absolument considérable, beaucoup plus que dans les autres institutions qui existent. Donc ça veut dire que il y a une attente, on nous demande des choses. Mais les exigences demeurent. Et les exigences, oui. Peut-être que dans la suite de la décennie, ça pourrait être un petit peu plus les exigences dur. Les exigences demeurent, et c'est pour ça qu'il faut qu'on mesure, parce que c'est comme ça qu'on fera la preuve. En fait, il faut apporter la preuve. Hein, c'est un peu l'objectif, je pense, de ce qu'on fait aujourd'hui. Entre bureaucratisation et greenwashing, comment est-ce que vous trouvez le bon passage? L'écueil du greenwashing, effectivement, il existe, et là, ça a été dit par Pierre-André, la solution, c'est la preuve. La preuve, la mesure, les exemples, et pas juste montrer un petit bidule qui fait 0,01% quelque part en disant « regardez, j'ai résolu le problème », mais montrer que c'est à l'échelle, si je puis dire, en fonction de la taille de l'entreprise. Donc ça, c'est évident. Mais je pense qu'il y en a plein d'autres, des écueils. Il y a aussi moi, j'ai du mal à parler de la vertu, et j'aime pas il y a les bons et les méchants. Et c'est vrai que quelquefois, on a tendance à être embarqué dans les bons et les méchants. Pour moi, il y a ceux qui vont vers le mieux. Déjà, je pense qu'il y a une notion de dynamique. Qu'elle soit sociale, environnementale, et se dire à un moment donné, ben oui, il y a des gens qui au départ ont un métier qui est plus polluant, mais s'ils mettent de l'argent pour dépolluer, et ben moi j'ai tendance à trouver que c'est une bonne chose. Et pas de se dire, bah oui, il en reste un peu à la fin. Oui, mais en attendant, on a résolu de moins 80% le problème d'origine. Je vous donne un exemple. Quand aujourd'hui on remplace du charbon dans une chaudière par du combustible fait à partir des déchets qu'on ne peut pas recycler, ça fait moins 70% d'empreinte carbone. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Eh bien, il y a un certain nombre de reporting dans lesquels ils disent non, c'est pas bien parce qu'il en reste 30%. Et plein d'investisseurs qui disent bah non, je peux pas financer ces trucs-là parce qu'il en reste 30%, ça va apparaître comme négatif dans mon bilan carbone. On voit bien qu'il y a un petit sujet. Pour moi, le fait d'être dans la transformation, c'est pour ça quand Elia, on dit qu'on est dans la transformation écologique, il y a le mot écologique, mais aussi le mot transformation. Et je pense que sur les impacts sociaux, il y a également la même question. Et je lis les deux pour ce qui concerne Veolia, parce que je vous rappelle que quand on met une bouteille en plastique dans une décharge ou quand on la recycle, dans le deuxième cas, ça crée 8 fois plus d'emplois que dans le premier. De l'emploi qu'après, on essaie de qualifier. Et moi, si j'avais une commande à passer de façon très égoïste sur la mesure de l'impact aujourd'hui, c'est l'impact de l'ascenseur social, qui est un truc que je trouve très compliqué, parce que c'est bien d'employer des gens, et chez Veolia, on crée des emplois en permanence, on les forme, mais de là à arriver à mesurer, est-ce qu'on arrive petit à petit à faire en sorte qu'ils grimpent les échelons dans la société, hein, pas nécessairement uniquement au nom de Veolia, c'est vrai qu'on atteint vite une difficulté. Donc là, c'était ma commande de passer à l'assistance. Il y a une telle assistante intéressante aujourd'hui que j'ai plein d'espoir. Pascal Demurger, au-delà de ce que vous disiez tout à l'heure pour Maïf spécifiquement, le monde de la finance aujourd'hui, avec l'ESG, cette démarche d'investissement, avec toutes les difficultés hein, de répondre aux exigences qu'ils se fixent d'ailleurs eux-mêmes. On voit que ça a commencé, il y a ces fameux articles 8, article 9. Article 9, c'est des fonds d'investissement qui choisiraient l'impact le plus exigeant. Ça représente que 3% aujourd'hui de la gestion en France parce qu'ils ont du mal. Et donc, on est plutôt sur ce qu'on appelle les articles 8. Et beaucoup de gens d'ailleurs qui avaient tenté de devenir article 9 redescendent d'un cran en disant il faut qu'on y aille, justement pour éviter de se faire prendre à des promesses qui ne sont pas tenues. Comment la finance peut jouer ce rôle systémique aujourd'hui d'entraîner le reste de l'économie, puisque c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Si on arrête de financer ceux qui ne sont pas vertueux, ils vont forcément peut-être se poser des questions. Peut-être un mot d'abord sur la question de la mesure d'impact que vous posiez. Jusqu'où faut-il aller et comment arbitrer entre une complexité excessive et en même temps une utilité relativement incontournable. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette question de la mesure d'impact, elle est extrêmement corrélée à l'utilisation que l'on va faire de cette mesure. Or, pour moi, il y a 3 enjeux qui sont complètement majeurs et qui sont associés à cette mesure.
Il y a un premier enjeu qui, et ça rejoint d'ailleurs votre question sur la finance, qui est propre à chacune des entreprises. Comment est-ce que je pilote l'impact que j'ai sur le vaste monde, parce que ça nécessite un certain nombre d'investissements, parce que ça nécessite un certain nombre de dépenses, un certain nombre d'efforts. Évidemment, ces efforts, je ne veux pas les conduire pour rien. Et donc, il y a tout un monitoring, un pilotage de l'impact que l'on doit avoir. Dans la finance, c'est particulièrement vrai. Nous sommes, en tant qu'assureur, en effet, un gestionnaire d'actifs relativement significatif. On fait en sorte de prendre ce que l'on appelle la température de notre portefeuille d'actifs. C'est-à-dire à quel niveau de réchauffement nos investissements sont-ils contributifs, si je puis dire. Et est-ce qu'on est dans la trajectoire le de 1,5 degré, on oublie un peu, dans l'impression. Oui, c'est ça. On est plutôt à 2. Le 1,5 degré, non, on ne l'oublie pas, on le recherche. Et on commence à le tangenter. Aujourd'hui, on a un portefeuille d'investissement qui est entre 1,8 et 1,9. Et avec une volonté d'être à 1,5 à relativement court terme. Donc ça, c'est le premier objectif, c'est évidemment monitorer ses propres actions pour mesurer de manière relative leur efficacité. La deuxième utilité, et elle est incontournable, on a beaucoup parlé de greenwashing, c'est effectivement la capacité de distinguer, de différencier, de singulariser, de reconnaître les entreprises qui font des efforts particulièrement importants de celles qui sont peut-être parfois, on sait qu'il en existe, un peu plus dans le déclaratif, un peu plus dans le greenwashing. Or ça, c'est complètement essentiel. Aujourd'hui, une marque, qu'on la considère sous l'angle de la marque commerciale ou sous l'angle de la marque employeur, une marque a besoin de ce sujet de réputation et de cette question de l'engagement pour être effectivement reconnu. L'engagement devient un peu l'oxygène de la marque finalement. Et oui, moi, je à ne sais double pas... tranchant, c'est-à-dire que si c'est pas tenu, ça mais peut être heureusement négatif que c'est pour la à marque. double tranchant. Mais heureusement que c'est à double tranchant. Donc en fait, le vrai couteau qu'on a dans le dos, c'est pas forcément la réglementation ou l'État, c'est les consommateurs, les parties prenantes. Mais bien sûr. Et puis ensuite, le troisième enjeu, c'est précisément celui des politiques publiques. Moi, je continue, et je pense que je ne suis pas le seul, à m'interroger sur le fait que les politiques publiques ne soient pas plus connectées aux impacts, en effet, de l'activité des entreprises. Enfin, est-ce qu'il est complètement légitime que l'on continue à distribuer des aides publiques à des entreprises qui ne font aucun effort pour cesser de polluer? Est-ce qu'il est complètement légitime que dans la commande publique, les 700 milliards de commandes publiques par an, on ne tienne compte que de manière très relative des critères d'impact social? Voilà une proposition qui va faire plaisir au MEDEF. Écoutez, je pense que la conditionner question les aides publiques à je pense que la l'impact. question mérite d'être posée et on pourrait aller même, et moi je suis prêt à le faire, jusqu'à la question de la modulation de la fiscalité en fonction de la réalité de l'impact. Et on voit bien qu'à partir du moment où, en effet, on fait de l'impact, finalement, le socle, y compris de l'intervention publique ou d'une partie de l'intervention publique, il doit y avoir, dans la mesure de cet impact, le même niveau d'exigence que dans la mesure, que dans la comptabilité, dans le reporting financier, qui est bien le socle de la fiscalité. Merci d'avoir ouvert ce débat. On ne va pas le clôturer au cours de cette table ronde parce qu'on arrive à la fin, on est à 0-0. Peut-être Jean-Marc Borrello, un mot de conclusion avant de passer à la table ronde suivante sur les territoires, qui sera animée par ma chère collègue Ingrid Labuzan, ici présente. Merci. D'abord, je salue l'arrivée de la ministre en charge et des quelques parlementaires que j'ai vus se faufiler dans les rangs. Simplement un mot pour dire qu'effectivement, nous ne sommes pas arrivés, sinon ce sommet n'aurait pas de sens. L'idée, c'était bien, ensemble, de travailler. Moi, je suis assez sensible au fait, parce que je suis un peu chef d'entreprise aussi, de ne pas avoir 1414 règlements circulaires, etc., qui arrivent. Je crois qu'aux États-Unis, pour les mêmes sujets, on est à une vingtaine, sauf erreur. Donc 20 pour les États-Unis, 1400 pour l'Europe. On sent bien,
Pour des organisations de la taille de celles qui sont à la tribune, ça devrait aller, mais pensons aux ETI. Il faudra trouver un juste milieu. Voilà, donc très, très clairement, quant au pouvoir public, je crois que le camarade ministre Barrot nous dira cet après-midi à quel point les choses ont évolué, mais je ne vais pas prendre son intervention. L'idée, c'est quand même bien de mesurer pour effectivement adapter les politiques publiques, sinon ça n'aurait pas de sens. Lorsqu'on veut mesurer, ça permet d'adapter les politiques publiques et évidemment, lorsque des entreprises concourent à l'intérêt général, elles ne peuvent pas être traitées tout à fait de la même manière que des entreprises qui concourent à l'intérêt particulier, même si l'intérêt particulier peut être légitime concernant les actionnaires. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir participé à ce débat. Si on conditionnalisait les aides publiques à la mesure de l'impact, je pense que ça sera assez révolutionnaire. Je ne sais pas si ça sera la conclusion de la journée, mais ça peut être la conclusion de cette table ronde. Merci. À tous.